et vous savez également que je suis un petit peu obligé de le répéter à chaque fois. Donc, merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Ne vous battez pas. Oui, monsieur ici, au deuxième rang. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que j'aimerais savoir, bon, c'est vrai que c'est pas mon genre de film préféré, hein, ça c'est. Mais peut-être que l'attrait de votre film est que vous abordez le sujet d'une façon différente. Et est-ce qu'on doit voir cela métaphoriquement? Est-ce que justement notre monde change et le mode opératoire aussi des supposés vampires change également? Est-ce qu'ils sont plus modernes? The gentleman says, okay, he's going to tell the truth. This kind of movie is not usually my kind of movie, says the gentleman. But actually what is interesting in this movie, this being said, what is interesting in this movie is that you really show this kind of story in a very different way. And do you consider your movie as a kind of metaphor for today's world? I mean, the world is changing, and the way vampires are interacting between each other is also changing. Are you trying to give a message through this movie about that? I'm certainly trying to give a message about vampires. When I was writing, I'm always thinking when I'm writing horror about what is the point of the horror, what is the purpose of the horror. And with vampires, vampires before Stoker, vampires were a folklore, and they were, in the village, they were these monsters that existed after, that did not die. And I felt that they were teaching a kind of, I think they were teaching a form of death acceptance, because what you always think about, what is the point in folklore of a creature? Just like in today, what is the purpose of the monster? What is the monster trying? Why was the monster created? And I think the monster was created initially to teach us that dying is a good thing. If you don't die, you become a monster. And I think it's interesting that in our modern culture, where religion is kind of dropping out, the vampires become a sexy beast. The vampires become something that we want to be. We want to live forever. And I think that's part of our culture having more trouble with accepting death. And I think there's a lot of problems once you stop accepting death as a natural part of life. I think a lot of problems rise up because of that. And so that's where I was with what I was trying to say about vampires, and and other things too. But that's a pretty good one. Okay. La réponse de Michael est que, en fait, c'est vrai que lorsqu'il a commencé à travailler sur ce thème des films de vampires, il s'est posé une question au sens le plus large du terme sur le cinéma d'horreur, le cinéma comme ce genre, le cinéma de genre, donc horreur. Et il s'est demandé quel est finalement le but du cinéma d'horreur, quel est le but de ce genre de film. Et parce qu'il nous dit que ce thème des vampires, avant le livre de Bram Stoker, les vampires c'était des histoires qu'on se racontait les uns avec les autres. C'était des histoires dans les villages, un peu reculés, etc. Ça faisait vraiment partie du folklore. Et ces histoires-là, finalement, elles sont nées du simple fait que c'était peut-être et sans doute pour que les hommes puissent accepter l'idée de la mort. Accepter l'idée de la mort, c'est-à-dire que si on ne meurt pas, eh bien on devient un vampire, donc autant mourir. Il vaut mieux mourir, plutôt que de se retrouver comme ça à manger les gens. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc c'était sans doute cela qui avait donné naissance à ce folklore des vampires, etc., qui ensuite a été rendu célèbre par Bram Stoker. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que la société, les hommes, ont tendance à de plus en plus essayer de repousser la mort et presque à essayer de l'annihiler complètement, vivre pour toujours. Et on se rend compte lorsqu'on voit les représentations des vampires à la télévision, au cinéma. Maintenant, les vampires sont toujours super sexy, super beaux, etc. Parce que les hommes ont envie d'être comme ça, ils ont envie de vivre pour toujours. Ils n'acceptent plus l'idée de la mort. Et c'était un thème qui vraiment tournait comme ça autour de mon esprit. Et c'est si en tout cas il y a un message que j'ai voulu faire passer, eh bien ce serait plutôt celui-là. Une autre question. Une question, monsieur? C'est un film aussi qui tourne autour de la folie, la mort, et qui joue beaucoup sur une espèce de réalité, puisqu'au début on ne sait pas très bien
si c'est du rêve ou de la réalité. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre? Et pourquoi vous n'avez pas justement poussé un petit peu plus l'écart entre, j'allais dire, ce qui pourrait être une réalité inventée, imaginée, et la vraie réalité? Sorry for the background sound. That's great. Yeah, actually. This gentleman says that your movie is actually, it seems like the movie is actually dealing also big time with themes like madness, death, and also this kind of sometimes blurry frontier between reality and kind of dream, you know, kind of esoteric. But the gentleman says sometimes actually he wishes you pushed a little bit more the fact that maybe we don't know if what we see is real or not real, and maybe you can extrapolate a bit on that. Yeah, the issue of the fantastic and also magical realism were always elements within the film from the beginning, and whether what is fantastic and what is real, and yeah, the ideas that are presented within magical realism was also always in the film from the beginning. We sort of, in the production and in the editing, we swerved a lot more towards the realism than the magical, and that's absolutely true. And that was a function of making the best film we possibly could. And the film worked better. You know, there were actually more magical realism scenes than what made it into the final film, and we cut them because they were not working as well as, you know, editing is a vicious process where, you know, you put as many layers as possible into your movie, and then in the editing you cut them away, and then you hope you have enough layers that you still have a good movie at the end. But a lot of the magical realism layers were sliced away because I didn't feel they weren't as strong as they could be, and so I'm sorry, but I still hope you enjoy the film. Michael nous dit que on va dire cette idée de réalisme magique, c'est d'ailleurs vraiment un mélange presque balancé, non, balanced, comment on dit ça en français? Équilibré entre le réalisme et la magie. C'est quelque chose qu'il avait en tête, en fait, effectivement, depuis le départ, depuis les toutes premières étapes de fabrication du processus de fabrication du film. Et cette opposition constante entre le réalisme, parce qu'il voulait également que l'aspect du film soit le plus réaliste possible, parce qu'il voulait tout simplement faire le meilleur film possible. Donc il voulait vraiment que ce soit réaliste avec ces éléments de magie. Et encore une fois, oui, c'est quelque chose qu'il avait en tête dès le départ. Il a tourné beaucoup de scènes, nous dit-il, qui étaient vraiment comme ça en ambivalence, magique, réaliste, etc. Mais il nous dit que le processus du montage est un processus assez vicieux, parce que lorsqu'on tourne le film, on tourne énormément de matière, et ensuite, lorsqu'on fait le montage, on coupe, et beaucoup de ces scènes se retrouvent à la poubelle. Et à l'issue de toute cette sélection des scènes, on espère, en tant que réalisateur, nous dit-il, on espère qu'il reste suffisamment de matériaux pour pouvoir faire un film qui tienne la route. Et c'est la raison pour laquelle il espère aujourd'hui, nous dit-il, que le film tient la route et qu'il a encore un sens. Alors attendez, ici. Hi, thanks for your movie. There's a lot to process, so I'll try to be clear. I have a question for both of you. To me, tell me if I'm wrong, I read this kind of as The Wire meets horror movies. And I wondered more on the political side of it. Why cast mostly black actors? Why set a vampire movie in a black community, which is rare except for Blade maybe? And especially with the current news in the US with police violence against African Americans. Well, that's a good one. To me, the politics of the film exist in that final speech that the brother gives to Milo about how there's much worse things going on out there, happening all the time. And I was very interested in this idea of, that, to be an American is sort of, you're placed in a strange ethical and moral place to be an American with all the horrible shit that's going on in our country and that our country does right now. And I wanted that, and I wanted to express that through this sort of showing
this idea of predators. I was reading Stoker's Dracula, and Renfield is obsessed with predators in the food chain. And I was interested in this notion of how American capitalism creates a society where preying on people seems to be like an okay thing. And I wanted to make a film about that, that showed that. There's also the fact that I grew up in Rockaway, and these are all locations that I knew, and and then there was the notion of, by creating this one small community, I could make it feel more like Sophie was standing out, which was helpful to me for this kind of making Sophie feel like a fish out of water and socially isolated. So that was another thing. I mean, there was no one coherent reason for it. There was a lot of these sort of different reasons, and it was a natural choice for me, again, because it was in, where we shot was a few blocks from where I grew up, so it was a natural way for me to think and choose. That's what I got. Alors la question portait sur cette interprétation que Madame a eue du film oui, c'est ça du film, en expliquant que pour elle c'est un peu comme si la série télévisée The Wire rencontrait, était mixée tout à coup avec des films d'horreur, The Wire, donc une série télévisée sur la politique pour ceux qui ne l'ont pas vue, et qu'effectivement il y a une espèce de thème sous-jacent politique dans le film, parce que c'est vrai que c'est un film de vampire, mais c'est un film de vampire où la majorité des comédiens principaux sont noirs. Et on a rarement vu des films de vampires avec des personnages principaux noirs, à part peut-être Blade. Et donc la question portait sur cet aspect politique du film. Et Michael nous dit que, effectivement, en ce qui le concerne, il pense que le passage le plus politique du film, quelque part, c'est ce passage final. Là, le passage où le frère explique à Milo, au personnage donc de Milo, que finalement il y a des choses bien plus terribles, bien plus horribles qui se passent tous les jours, dans la vie de tous les jours autour de nous. Et il pense que c'est sans doute la partie la plus politique de son film. Mais encore une fois, nous dit-il, lorsqu'il réfléchit à tout cela, effectivement le simple fait d'être un citoyen américain aujourd'hui, dans la société américaine d'aujourd'hui, c'est vrai que quand on est américain aujourd'hui, on vit dans une société où il se passe des choses horribles autour de nous en permanence. On vit avec cela. Et vraiment, il a essayé de développer cette idée du prédateur, parce qu'on a presque l'impression aujourd'hui que dans la société capitaliste américaine dans laquelle donc, les Américains vivent, on a l'impression que le fait d'être comme un prédateur qui surveille sa proie et qui est prêt à fondre sur lui, le fait de penser un peu comme cela, vraiment, même en tant qu'être humain, eh bien c'est acceptable. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout, philosophiquement parlant, ce n'est pas du tout. Mais ça devient presque quelque chose d'acceptable, ça devient presque la règle, c'est-à-dire la seule manière de faire les choses. Il y a les proies et il y a les prédateurs. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, et également, pour rebondir sur la question de Madame, il faut encore savoir, encore une fois, que Michael a grandi dans le quartier de Rockaway, qui est un quartier dans le Queens, à côté de New York, very close to Coney Island. That's my place as well. Et donc dans ce quartier, il y a beaucoup de mixité, etc., c'est un quartier qu'il connaît bien, c'est également dans ce quartier-là qu'il a tourné son film. Donc encore une fois, c'est un quartier qu'il connaît bien, et c'était pour lui un choix vraiment naturel. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle le personnage de Sophie ressort vraiment très bien. On a vraiment l'impression qu'elle n'est pas à sa place, quelque part. Et voilà, tout cela a fait que, et principalement encore une fois le fait qu'il connaisse très bien ce quartier, le quartier de son enfance, etc., a fait que pour lui c'était vraiment le choix naturel pour faire ce film, et qu'il n'a pas forcément pensé plus avant le fait que les personnages soient noirs, etc., mais c'est parce que voilà, c'était sa vie, c'était son quotidien. Une autre question, Madame, ici. Que pouvez-vous nous dire l'un ou l'autre d'ailleurs sur les deux jeunes acteurs? All right, a quick one. What can you say, both of you, about the actors, about the casting? We cast the film very traditionally. We had a casting director, and we were looking for the best people to work on our film. We had actually seen Eric Ruffin, who plays Milo, on an episode of The Good Wife, and we had been looking very, very hard to find such a special young actor who could fill that role. It was very difficult, and we had been seeing a lot of kids and looking, and we were like, do you think this kid could be it? And we brought him in, and we were just amazed and delighted, because I think Eric has such range and such
he can say so much without saying anything that we're such fans of his. And Chloe, who plays Sophie, Chloe Levine, she had come in for an audition we had done when we were trying to make, we made a short sort of teaser concept piece for the film about 2 years prior. And we wound up not having the female character role, but we had met her then and thought, wow, she's really feels, again, interesting, captivating, really something exciting about her. And we looked her up when we got our financing and brought her in. But we had a lovely casting director, Eve Battaglia, and really, rounded out what we believe is a lovely cast. We're big fans of Aaron Moten, who plays Louis the brother, who we just think is excellent and has wonderful theater resume, as well as credits on things like Mozart in the Jungle and The Night of. En fait, c'est vrai que Susan dit que nous avions un excellent directeur de casting qui a fait un très bon travail. Le personnage de Milo, donc, qui est interprété par ce jeune acteur Eric Ruffin. Eric Ruffin, c'est un très jeune comédien évidemment, qui avait déjà joué en fait dans la série The Good Wife avec Juliana Margulies. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Il faisait partie du casting, ils ont vu beaucoup d'enfants, etc. Mais lui, vraiment, il y avait quelque chose, il arrivait à exprimer énormément sans ouvrir la bouche, ce qui était déjà assez exceptionnel. Et voilà, il avait un grand panel d'expressions possibles à un si jeune âge, donc c'était vraiment formidable de travailler avec lui. En ce qui concerne Chloé Levine, c'est la comédienne qui joue le rôle de Sophie. Alors elle, en fait, ils avaient fait une espèce de première bande-annonce il y a 2 ans pour présenter le projet, pour présenter le concept du projet. Et à ce moment-là, en fait, mais quand ils avaient fait cette bande-annonce, il n'y avait pas encore de personnage féminin dans le scénario tel qu'ils l'imaginaient. Et ils ont rencontré donc cette jeune comédienne, et quand ils se sont rendus compte de ses capacités, de son potentiel, ils ont évidemment décidé de changer un peu tout cela pour l'intégrer au film et pour avoir les financements, etc. Et encore une fois, sur tout le reste du casting, évidemment, il pourrait parler des heures, mais encore une fois, il précise qu'ils ont eu beaucoup de chance de travailler avec un excellent directeur de casting qui a fait un très bon travail, qui a également trouvé par exemple ce comédien qui joue le rôle du frère, qui... Lewis is the name of the character? Yeah. Aaron Moten is the name of the Aaron, qui joue donc le rôle de Louis. Et voilà, ils ont donc trouvé tous les comédiens quelque part. C'est un procédé classique, du directeur de casting, mais ils ont vraiment eu de la chance de trouver ce genre de comédiens. Mais je vois que votre question portait surtout sur les 2 comédiens principaux. Vous avez donc votre réponse. Y a-t-il une autre question ici? Bonjour, déjà j'ai trouvé votre film très intéressant. J'avais une question en fait, est-ce que c'est voulu que le personnage principal ait l'air aussi innocent? Et est-ce que finalement, votre pensée c'est il est victime de son environnement, de son histoire familiale, ou est-ce que il a vraiment ça en lui, il est vraiment un tueur? C'était la question que j'avais en fait. Voilà. First of all, congratulations on the movie, which is very interesting. And actually, the question is about the main character. He's really innocent looking, very candid. And was it something you had in mind from the beginning? I mean, would you say that actually he's kind of the victim of his environment or whatever? Or do you think he has this killer side inside of him from the very beginning? Thank you. I was looking for a face that, this movie is all about how much you identify with the lead character and the push and pull of watching him do something horrible while, him being sort of very, in a way, likable at the same time. So that obviously was very, very important in my head. As for how I think about him personally, I without getting too, I hope people don't get too spoilery, but I'm thinking about, I kind of wrote him as the perfect cooking mix for creating a serial killer or a vampire in terms of a psychological profile of what would happen in early childhood that could create such a sociopathy. And so in that way, he's sort of, he says something on the roof, I think that wasn't cut, about how, or maybe it was, but I wrote something about how,
it's magical how we become who we are. And that there's a level where we're not in control of how we become who we are. And he was thinking about himself as a vampire, and I definitely think that as well about him. He had external things happen to him in childhood that led him to create how he thinks about the world and what he thinks about things. So in that way, I find him very sympathetic through to the end of the film, as he slowly becomes aware of what he is becoming, and takes actions. So yes, I definitely consider Milo the hero and consider him very likable. But I'm a weird guy. Michael nous dit que finalement son film, c'est vrai qu'il s'est posé dès le début cette question, c'est jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut s'identifier à un personnage principal d'un film lorsque ce personnage principal parfois fait des choses horribles, est un tueur, etc. Jusqu'à quel point on peut s'identifier à ce personnage-là, jusqu'à quel point on peut avoir de la sympathie pour ce personnage-là. Bien sûr, une empathie qui est aussi générée de par la relation qu'on a avec le personnage du début du film, qui petit à petit est en train de changer. C'est quelque chose qu'il avait vraiment en tête, et c'est la raison pour laquelle il spoil un peu sa méthode de travail, mais c'est la raison pour laquelle il a essayé un peu comme s'il avait pris un pot, il a pris une recette magique pour essayer de trouver la meilleure recette pour créer un personnage de serial killer, de psychopathe, quoi. Et comment un psychopathe, quelle est l'enfance d'un psychopathe? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un devienne un psychopathe? Donc il a réfléchi à tout ce genre de choses, il a essayé de les insuffler comme ça petit à petit dans le film, tout en laissant bien évidemment l'interprétation libre au spectateur. Mais pour lui, c'est quelque chose, un peu comme un tour de magie, c'est presque magique, la manière dont on devient ce que l'on est. Comment est-ce qu'on évolue de l'enfant qu'on a été à l'adulte que l'on est aujourd'hui. Vous pouvez tous vous poser la question d'ailleurs. C'est presque magique, il n'y a pas vraiment de recette particulière. On ne sait pas ce qui va se passer. Et en ce qui concerne donc le personnage de Milo dans le film, il dit que pour lui en tout cas, le personnage à la fin du film, il a beaucoup de sympathie pour lui parce que le personnage réalise ce qu'il est en train de devenir, il réalise ce qu'il a fait et ce qu'il va faire pour devenir ce qu'il est en train de devenir. Et pour lui, en tout cas, il a beaucoup de sympathie pour ce personnage malgré ce qu'il a pu faire. Une autre question. Ah bah monsieur, voilà. Bonjour, bravo pour ce film, c'est très agréable dans un festival comme Deauville de découvrir des films qui sont des surprises, et c'est le cas, donc une bonne surprise. Ma question portait sur le titre du film. Pourquoi ce titre, que j'ai pas particulièrement compris, et est-ce que vous avez eu des hésitations sur le titre, ou est-ce que ça a toujours été ça dès la phase du projet? Et une deuxième question à la productrice, à quelle étape vous êtes le plus intervenu? Est-ce que c'était dès l'écriture, ou plus au moment du tournage, ou du montage? Voilà, merci. First of all, congratulations. This gentleman says that he's going quite often to the Deauville Festival. It's always a pleasure to have a good surprise like this kind of movie, for example. And actually, two questions. First question would be to both of you, I guess. It's about the title of the movie. This gentleman says that he didn't quite understand the title, and maybe you could explain why this title and what did you mean. Second question would be to you, to the producer, and actually, when exactly did you get on the train? When did you arrive? Which one are we doing first? It's up to you. Transfiguration came to me. Well, it's a passage from the Bible where Jesus shows himself to be somewhat like God, and his face shines like the sun. And I liked that it gives the idea of transformation, which may plant a false note in the audience's head going in that maybe this person is transforming into a vampire, but the real purpose of the film is sort of a type of moment of transfiguration that happens to him when he is staring at the sun at the very end of the movie. And so that's how the title works for me. It's also to sort of let you know that you may be watching a film that wants you to think about religious allegory or morality, while also maybe tricking, if you don't know the word so well, tricking you into thinking this is a movie about transformation, as in transforming into a vampire, versus maybe transforming another way. So that's the transfiguration question.
Do you want to do that? Ah, it's okay. So I am lucky, I feel, to have been involved from pretty early stages. Mike and I will out us, are a couple. And when Mike was writing, the script, I was involved at that point. And we had, he had written another script, which is slightly larger in scope, and we were trying to think of something that would be easier to do and to do on a smaller scale, and he wrote this script, which then I read was like, that's so small. Dogs and not dogs. Children. Once for dogs, children and and stunts and makeup and but for a smaller budget film. But I loved it from the beginning and was very, very dedicated to pushing it forward. So I was from pre-day one, I would say. By the way, we had a magical realism scene involving dogs, just to call back to that thing that we cut out of the movie, so there were dogs. Alors pour revenir à la première question, Michael nous dit que le titre Transfiguration, en fait, c'est un titre qui provient d'un passage de la Bible, un passage dans lequel Jésus arrive et se montre en tant que Dieu, que Fils de Dieu, et le soleil se reflète dans son visage, il a le visage éclairé comme ça. C'est donc le passage de la Transfiguration. Et quelque part, il pensait qu'utiliser ce titre était peut-être intéressant parce que cela pourrait faire penser à certains à certains spectateurs que ce film est vraiment sur une transformation du personnage principal en vampire, alors qu'en fait pas exactement. C'est plus, au contraire, il y a peut-être même plus quelque part une allégorie religieuse, on ne sait pas trop exactement. Pour lui en tout cas, en ce qui le concerne en tant que réalisateur, cette transfiguration, c'est plutôt ce passage vers la fin du film. Le passage lorsque le personnage donc regarde le soleil vers la fin du film, pour lui c'est vraiment ça, c'est une espèce de révélation quelque part, plus qu'une transfiguration. Mais donc voilà, c'est une espèce de jeu de mots en tout cas qu'il voulait utiliser pour le film parce que c'était intéressant. Et en ce qui concerne la deuxième question, donc sur la productrice, Suzanne qui est ici, elle nous dit qu'en fait elle a eu de la chance, elle était dans ce projet, elle est arrivée dans ce projet dès le tout départ puisqu'ils sont en couple. Donc ils vivent ensemble, et donc forcément elle était dès le départ au courant du scénario, au courant de tout ce qui allait se passer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur, donc Michael, avait un scénario pour un autre film, mais un film beaucoup plus grand, avec plus de moyens, plus d'argent, etc. Donc un petit peu plus compliqué à financer. Et donc, en attendant, ils se sont dit, bon, on va faire un autre film, un film un peu plus petit. Et donc il a écrit cette histoire. Alors évidemment, lorsqu'elle a lu l'histoire, elle s'est rendue compte que c'était pas beaucoup plus petit, parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait plein de trucs, il y avait des cascades, etc. etc. Mais ça ne les a pas empêchés de faire ce film d'abord. Donc un film, encore une fois, sur lequel ils ont travaillé dès le départ. Et Michael nous précise à la fin que, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce réalisme magique, ou de cette magie réaliste, il y avait notamment une scène, par exemple, qui a été très compliquée à tourner, dans laquelle il y avait des chiens. Alors vous imaginez des scènes avec des animaux, à quel point c'est facile et rigolo à faire. Eh bien, ils ont fait une scène très compliquée avec des chiens, et puis ils l'ont coupé au montage. Donc voilà, ça n'a servi strictement à rien. Cette conférence de presse est terminée, mesdames et messieurs.